Il y a quelque chose d'étrange qui se passe en toi depuis un moment. Tu ne saurais pas exactement quand ça a commencé, et c'est précisément ça qui t'inquiète, parce que les choses importantes ont toujours une date de début, une cause identifiable, un nom, mais celle-ci n'en a pas. Elle est arrivée comme arrive la brume sur une ville endormie, sans bruit, sans annonce, et d'une façon tellement progressive que tu ne t'en es rendu compte que lorsque tu ne voyais plus rien clairement. Un matin, tu t'es réveillé, et quelque chose n'était plus pareil, pas cassé, pas douloureux, juste différent. Comme si une légère distance s'était installée entre toi et tout ce qui constituait ta vie habituelle. Les conversations qui t'animaient semblent désormais lointaines. Les projets qui t'enthousiasmaient il y a quelques mois dégagent maintenant une sorte de tiédeur que tu n'arrives pas à réchauffer, quoi que tu fasses. Tu te retrouves au milieu d'un repas entre amis à observer les visages autour de toi, comme si tu regardais une pièce de théâtre depuis le fond de la salle, présent physiquement, mais absent d'une façon que tu ne parviens pas à expliquer. Tu ris au bon moment, tu réponds ce qu'il faut, tu fonctionnes. Mais quelque chose à l'intérieur est silencieux, d'une façon qu'il n'était pas avant. Et le plus troublant dans tout ça, ce n'est pas le silence lui-même. C'est que tu ne sais pas si ce silence est une pause ou une fin. Tu ne sais pas si tu traverses quelque chose ou si tu es en train de devenir quelque chose que tu ne voulais pas devenir. Il t'arrive de te coucher le soir avec cette question qui flotte juste au-dessus de toi, ni tout à fait pensée, ni tout à fait sentie. Est-ce que je vais bien? Et la réponse ne vient pas clairement. Elle n'est ni oui ni non. Elle est quelque chose comme « je ne sais plus ce que ça veut dire ». Richard Feynman, physicien de génie, homme d'une curiosité presque indécente pour la réalité, disait quelque chose de très simple et de très radical, que la première honnêteté intellectuelle consiste à admettre qu'on ne sait pas, que le besoin de nommer les choses avant de les comprendre est souvent la principale source de souffrance humaine. Et ce que tu vis en ce moment, cette brume, cette distance, ce vide qui n'est pas tout à fait un vide, ressemble étrangement à ce qu'il décrivait comme le début d'une compréhension plus profonde, le moment où l'on arrête de faire semblant de savoir, et où quelque chose de plus réel peut enfin commencer. Mais avant d'arriver là, il faut traverser ce que tu traverses. Et cette traversée a une texture particulière que peu de gens décrivent avec honnêteté, parce que la plupart ont trop peur d'admettre qu'ils l'ont vécu. Tu as peut-être remarqué que les choses qui te procurèrent du plaisir avant, une série, une sortie, une conversation stimulante, un projet nouveau, produisent désormais une réponse émotionnelle plus faible que prévu, comme si le volume intérieur avait été baissé de plusieurs crans sans que tu t'en souviennes avoir appuyé sur la touche. Tu peux encore apprécier certaines choses intellectuellement. Tu sais que c'est beau, tu sais que c'est bien, tu sais que tu devrais être touché, mais la résonance émotionnelle attendue n'arrive pas, ou arrive en retard, ou arrive atténuée. Et dans cet écart entre ce que tu sais que tu devrais ressentir et ce que tu ressens effectivement, s'est installée une question que tu n'oses pas formuler trop clairement. Est-ce que quelque chose s'est éteint en moi? Et derrière cette question, il y en a d'autres encore plus sombres, celles que l'on se pose à 3 heures du matin quand les défenses sont basses. Est-ce que je deviens froid? Est-ce que je suis en train de me déshumaniser progressivement, de perdre ma capacité à aimer, à me connecter, à être ému? Est-ce que je suis déprimé et je ne le vois pas? Ou pire encore, est-ce que je suis simplement devenu quelqu'un d'arrogant qui se croit au-dessus de tout, qui juge les autres sans s'en rendre compte, qui se regarde vivre avec un détachement qui ressemble moins à la sagesse qu'à la froideur? Ces questions ont une qualité particulière. Elles ne font pas simplement mal, elles font honte. Parce que dans notre culture, l'absence d'enthousiasme est souvent interprétée comme un manque de gratitude. L'incapacité à s'emballer pour ce qui emballe les autres est lue comme de l'orgueil ou de la dépression. Et cette double pression crée une troisième option que personne ne mentionne jamais. Peut-être que tu n'es ni l'un ni l'autre. Peut-être que ce que tu traverses est quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus cohérent et de beaucoup moins catastrophique que ce que tu imagines à 3 heures du matin. Il faut introduire une idée avec beaucoup de précaution, parce qu'elle est facile à mal comprendre. Cette idée, c'est simplement celle-ci. Ce que tu vis n'est peut-être pas une rupture, mais une transition. Pas un effondrement, mais un changement de régime intérieur. Et la différence entre ces deux choses est immense, même si de l'intérieur, elles se ressemblent parfois de façon troublante. Feynman disait que l'une des erreurs les plus fréquentes dans la pensée humaine est de confondre l'absence de signal avec l'absence de réalité. Ce que l'on ne perçoit pas n'est pas forcément ce qui n'existe pas.
Parfois, l'instrument de mesure a changé. Parfois, c'est notre sensibilité elle-même qui a évolué, et ce qui nous semblait être un vide n'est en réalité qu'un nouveau seuil de perception. Ce que l'on prenait pour de l'indifférence est parfois une forme de discernement plus fine. Ce que l'on prenait pour de la froideur est parfois le début d'une chaleur plus profonde et moins bruyante. Pense à la façon dont fonctionne la lumière dans un appartement que tu connais depuis longtemps. Tu entres chaque jour, tu allumes la même lampe, tu fais les mêmes gestes dans la même lumière dorée. Et puis, au fil d'un processus tellement lent que tu ne l'as pas vu venir, tu commences à voir les murs différemment. Pas parce que les murs ont changé, pas parce que la lampe est cassée, mais parce que quelque chose dans tes yeux a changé. Ta vision a gagné en précision là où elle avait l'habitude de se laisser bercer. Et cette précision nouvelle crée un léger inconfort, parce qu'elle révèle des choses que l'ancienne lumière adoucissait. Les petites fissures dans le plâtre, la façon dont certains meubles prennent la poussière dans des angles que tu ignorais, la couleur exacte du mur, qui n'est pas tout à fait ce que tu avais dit à tes amis qu'elle était. Ce n'est pas que ton appartement est moins beau, c'est que tu le vois plus clairement, et cette clarté, dans un premier temps, peut ressembler à une désillusion. Ce que beaucoup appellent épuisement mental, cet état où l'on veut s'allonger, se taire, ne plus répondre aux sollicitations du monde, est souvent décrit comme un symptôme, un signal d'alarme. Et dans certains cas, c'est vrai, mais dans beaucoup d'autres, cet épuisement n'est pas un dysfonctionnement. C'est la manifestation physique d'un changement de fréquence intérieure. C'est le corps et l'esprit qui refusent, avec une cohérence presque logique, de continuer à tourner au régime de l'ancienne version de soi. Imagine un ordinateur qui a fonctionné pendant des années avec un système d'exploitation devenu trop petit pour les tâches qu'il doit accomplir. Il ralentit, il surchauffe. Il commence à afficher des messages d'erreur, non pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'il est en train de mettre à jour quelque chose de fondamental. La mise à jour prend du temps. Elle mobilise des ressources. Pendant qu'elle tourne, le reste du système est ralenti, parfois inaccessible. Et si tu essayes de forcer l'ordinateur à continuer à travailler normalement, tu risques de corrompre le processus. Ton esprit est peut-être en train de faire quelque chose comme ça, pas en métaphore abstraite, mais dans une réalité très concrète. Il y a dans notre rapport moderne à l'existence une dépendance dont on parle très peu, parce qu'elle est tellement normalisée qu'elle est devenue invisible. Ce n'est pas une dépendance à une substance, c'est une dépendance au stimulus, une addiction à l'intensité. Nous avons appris, collectivement, culturellement, dès le plus jeune âge, à mesurer la qualité de notre vie à l'aune de son intensité émotionnelle. Et cette attente est tellement ancrée que lorsque la vie devient simplement calme, silencieuse, moins vibrante, nous l'interprétons automatiquement comme un problème. Mais la dépendance au stimulus fonctionne exactement comme n'importe quelle autre dépendance. Elle crée une tolérance. Ce qui produisait de la joie autrefois n'en produit plus autant aujourd'hui. Il faut plus pour obtenir le même effet. Et lorsque tu arrives à un point de saturation, lorsque ton système intérieur est tellement habitué au stimulus qu'il ne peut plus être stimulé de la même façon, la tentation est de conclure que tu es cassé, alors qu'en réalité, tu es peut-être simplement en sevrage. Pas en sevrage d'une substance, mais en sevrage de l'intensité artificielle. Et ce sevrage crée un vide que rien ne vient remplir. Mais ce vide, si tu sais le traverser sans panique, peut devenir quelque chose de précieux. Parce que ce vide n'est pas une absence, c'est un espace. On ne peut pas faire pousser quelque chose dans un sol déjà saturé. Il faut d'abord que la terre se repose. C'est ce que les agriculteurs appelaient la jachère, cette pratique ancienne de laisser un champ au repos pour que sa fertilité se restaure en profondeur. Un champ en jachère ne ressemble pas à un champ productif. Il ressemble à un abandon. Il ressemble à un échec. Et pourtant, c'est pendant cette période d'apparente stérilité que se produit le travail invisible qui rendra les prochaines saisons possibles. Tu es peut-être en ce moment en jachère. Il faut aussi parler du retrait, l'envie de voir moins de monde, la fatigue des conversations superficielles, l'incapacité à s'enthousiasmer pour des sujets qui semblaient importants avant. Cette espèce de filtre qui s'est installé entre toi et le monde extérieur. Tu peux passer 2 heures à regarder tomber la pluie par une fenêtre et te sentir plus vivant que tu ne l'as été depuis des mois, et puis passer une soirée entière dans une pièce pleine de gens et rentrer épuisé, avec le sentiment désagréable d'avoir joué un rôle dans une pièce dont tu ne comprends plus le sens. Ce retrait fait peur parce qu'il ressemble à de l'isolement, mais il est peut-être une forme de sélection naturelle intérieure,
une façon pour quelque chose en toi de protéger un processus fragile d'une trop grande exposition. Quand une plante est en train de développer de nouvelles racines, elle a besoin d'obscurité et de silence, pas de lumière excessive ni d'agitation. Le retrait peut être la condition écologique nécessaire à un type de croissance qui ne se voit pas encore, qui ne se dit pas encore, qui ne se comprend pas encore tout à fait, mais qui est réel. Et dans ce retrait, dans ce silence élargi, quelque chose se passe, pas spectaculairement, pas de façon à pouvoir le raconter clairement à quelqu'un, mais une sorte de réalignement progressif, lent, patient. Comme lorsqu'on laisse reposer une boussole après l'avoir agitée trop fort, les oscillations s'apaisent progressivement, et l'aiguille trouve peu à peu son nord. Ce nord n'est pas nécessairement celui que tu croyais. Il n'est peut-être pas là où tu pensais qu'il était, mais il est plus vrai, il est plus à toi. La solitude que tout cela implique, non pas la solitude au sens social du terme, mais une solitude intérieure très particulière, vient du fait que ce que tu traverses est difficile à expliquer, difficile à partager. Les personnes qui t'entourent, même les plus proches, ne peuvent pas tout à fait l'habiter avec toi. Non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que chaque chemin intérieur est radicalement singulier. Et cette limite n'est pas une défaillance de la relation, c'est une condition de l'existence. Et cette solitude-là est peut-être la forme la plus pure d'une rencontre avec soi-même. Parce que tant qu'il y a quelqu'un à qui on peut tout expliquer, tant qu'il y a un récit cohérent que l'on peut offrir aux autres pour qu'ils comprennent, on n'est jamais complètement seul avec ce qu'on est. Et parfois, il faut se retrouver sans ce vêtement-là, dans cet espace intérieur que même les mots ne peuvent pas tout à fait couvrir, pour commencer à se rencontrer différemment. Le vide que tu ressens n'est pas l'absence de toi, c'est peut-être l'espace que tu commences à laisser à ce que tu es vraiment. Ici, il faut s'arrêter sur quelque chose d'important, quelque chose qui ressemble à un danger, et qui est d'autant plus dangereux qu'il se présente sous les traits de la compréhension et de la croissance. Ce danger a un nom ancien, l'orgueil spirituel. Et il guette particulièrement ceux qui traversent exactement ce type de processus. Parce qu'il y a une tentation très humaine. Quand on commence à percevoir les mécanismes qui gouvernaient notre ancienne façon de fonctionner, quand on commence à voir les automatismes, les peurs non examinées, les conditionnements qui guident la plupart des comportements humains, il y a une tentation de se positionner de l'autre côté, de se voir comme celui qui a compris ce que les autres n'ont pas compris encore, de regarder les gens qui s'enthousiasment facilement, qui courent après les mêmes choses qu'ils ont toujours couru après, de les regarder avec une condescendance voilée, enveloppée dans un vocabulaire de compassion, qui ne parvient pas tout à fait à cacher le jugement en dessous. C'est un piège. Et c'est un piège particulièrement insidieux, parce qu'il se nourrit exactement de la lucidité que tu as commencé à développer. Il prend quelque chose de réel et de précieux, et en fait un instrument de séparation. La vérité est la suivante. Voir plus clairement ne te rend pas meilleur. Cela te rend simplement plus conscient. Et avec cette conscience vient une responsabilité plus grande, pas une élévation morale. Les gens qui continuent à courir après l'intensité et la validation ne font pas fausse route. Ils sont là où ils sont, dans leur propre chemin, à leur propre rythme. Aucune conscience, aussi fine soit-elle, ne donne le droit de les regarder de haut. Il y a même quelque chose de précieux dans leur enthousiasme que tu risques de perdre si tu ne fais pas attention. Quelque chose dans la capacité à se laisser emporter, à être touché, à vouloir intensément. Il y a une chaleur là-dedans qui ne mérite pas d'être méprisée. Et la clarté intérieure que tu commences à toucher du bout des doigts n'est pas une destination. Ce n'est pas un état fixe que tu atteins une fois pour toutes. C'est un processus continu, instable, qui demande d'être recommencé chaque jour. Dans ce processus, tu te tromperas. Tu retomberas dans des automatismes que tu croyais dépassés. Tu choisiras parfois le confort de la certitude plutôt que l'inconfort de l'honnêteté. Et ce n'est pas un échec. C'est la texture exacte d'une existence consciente. Feynman avait une façon de parler de l'incertitude qui n'était pas mélancolique. Il ne s'y résignait pas. Il la célébrait, non pas parce qu'il était particulièrement optimiste, mais parce qu'il avait compris que l'incertitude est la condition même de la découverte. Qu'on ne peut rien apprendre de vraiment nouveau si l'on reste dans l'espace de ce que l'on sait déjà, et que l'inconfort de ne pas savoir s'il est bien tenu, bien accompagné, est l'état le plus fécond qui soit. Ce que tu traverses pourrait être regardé de la même façon. Non pas avec une joie forcée, non pas avec un enthousiasme performé, mais avec une honnêteté calme, avec la reconnaissance que cet état, aussi inconfortable soit-il,
est la marque d'un esprit vivant, d'un esprit qui refuse de s'installer dans des certitudes trop confortables. Il y a quelque chose qui ressemble à de la paix dans cette idée. Pas une paix explosive, pas une paix extatique, pas la paix telle que les affiches publicitaires la décrivent. Non, une paix plus discrète, plus étrange, presque imperceptible par moments. La paix de quelqu'un qui a décidé non pas d'arrêter de chercher, mais de chercher autrement, plus lentement, avec plus de patience et moins d'urgence. Et cette paix-là, si tu lui laisses le temps de s'installer, si tu ne la forces pas, si tu acceptes qu'elle arrive sans fanfare et sans cérémonie, cette paix a une qualité que les grands enthousiasmes n'ont pas. Elle reste. Elle ne dépend pas d'une condition extérieure particulière. Elle ressemble moins à une vague qu'à un fond de mer, toujours là, même quand la surface est agitée. La joie comprise ainsi n'est pas l'absence de tristesse. Ce n'est pas le contraire de la mélancolie. C'est quelque chose de beaucoup plus étrange et beaucoup plus stable. C'est une façon d'être en relation avec ce qui est, même avec ce qui est difficile, même avec ce qui est incertain. Ce n'est pas l'acceptation résignée. C'est quelque chose d'actif, une attention, une présence, une façon de se tenir dans le réel, sans le fuir et sans le forcer. Feynman disait vers la fin de sa vie qu'il avait passé toute son existence à essayer de comprendre le monde, et que plus il comprenait, plus il était frappé par quelque chose qu'il appelait le mystère, non pas comme une menace ou une lacune, mais comme la saveur même de la réalité. Et dans cette reconnaissance du mystère, il n'y avait pas de désespoir. Il y avait quelque chose comme de l'émerveillement, un émerveillement calme, sans exclamation, sans performance, mais profond et durable. Ce que tu traverses, cette brume intérieure, ce vide qui n'est pas tout à fait un vide, cette distance entre toi et les choses qui te définissaient, tout cela n'est pas la fin de quelque chose. C'est peut-être l'entrée dans un rapport plus honnête à toi-même et au monde, un rapport moins colorié par les attentes héritées, moins saturé par les stimuli habituels, moins pressé d'arriver, un rapport qui laisse de la place au silence, un rapport dans lequel tu peux te tenir sans te justifier, sans te comparer, sans te précipiter vers la prochaine version de toi-même, comme si la version actuelle était insuffisante. Il est possible que demain, tu ne te réveilles pas transformé. Il est possible que cette brume dure encore un temps, et c'est correct. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est simplement la façon dont les choses profondes se font, lentement, invisiblement, sans annonce et sans certitude, comme les racines qui travaillent dans l'obscurité, bien en dessous de la surface, bien avant que la première pousse devienne visible. Ce que je peux te dire, c'est ceci. Si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots ont trouvé quelque chose en toi qui les reconnaissait, si à un moment ou à un autre, tu as eu la sensation que quelqu'un décrivait exactement ce que tu n'avais pas encore trouvé les mots pour dire, alors tu n'es pas cassé, tu n'es pas froid, tu n'es pas en train de te déshumaniser, tu es en train de traverser quelque chose. Et traverser quelque chose, même quand c'est difficile, même quand c'est lent, même quand on ne voit pas encore où ça mène, c'est exactement le contraire de s'arrêter. Continue simplement, pas avec héroïsme, pas avec la certitude de celui qui sait où il va. Continue avec la patience tranquille de quelqu'un qui a décidé de faire confiance au processus, même sans en connaître l'issue. Continues à t'asseoir avec le silence quand il vient. Continues à observer sans te précipiter vers des conclusions. Continues à laisser la brume être là sans la combattre et sans la craindre. Parce que la brume, finalement, fait aussi partie du paysage. Et parfois, c'est dans la brume, pas malgré elle, que l'on voit les choses les plus importantes.